Salut Philippe, salut Isaline. C'est pas un invité aujourd'hui que j'ai de prestige, mais deux. C'est de mieux en mieux. Ils sont tous les deux à Melbourne parce que Philippe, ça y est, t'es arrivé, t'as quitté Hobart et t'es bien arrivé. On est arrivé, oui, bon, c'est pas très loin, c'est un petit vol, 50 minutes. Donc, on est bien arrivé, absolument. Et Isaline, bien évidemment, j'avais envie de t'accueillir parce que tu as signé un très beau retour sur le circuit après 6 mois d'absence. Premier match de qualif, premier tour de qualif à l'Open d'Australie et première victoire. Et en plus, une belle victoire, 6-3, 6-3 contre l'Espagnol Bolsova. Comment tu t'es sentie sur ce match? Raconte-nous un peu. C'était assez particulier. J'ai commencé ce match très stressée. Je m'étais imaginé beaucoup de scénarios de comment allait se passer ce match. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre parce que j'avais jamais vraiment été écartée des terrains aussi longtemps. Donc j'ai commencé ce match assez stressée en étant menée 3-0 en exactement 20 minutes en faisant que des fautes. Et puis, je me suis relâchée petit à petit. Honnêtement, j'ai fait un match très correct pour un match de reprise. Donc, j'étais très satisfaite de mon niveau pour un premier match après 6 mois d'arrêt. Phil, t'as entendu, elle s'est relâchée après 3-0. Oui, moi, je me demandais en fait, j'ai une première question pour toi, Isaline. Est-ce que c'est différent d'avant ou c'est quoi le goût que tu as par rapport à ton retrait quand tu es sur le terrain? Est-ce que tu as le sentiment que tu es un peu plus patiente ou pas, ou plus tolérante ou pas vraiment, ou c'est trop tôt pour le dire? On va pas se mentir, le caractère est pas parti, que j'ai toujours eu, il est pas parti. Après, je pense que j'aborde les choses un peu différemment. Je dirais que oui, ce qui a fait que j'ai été dans un état comme ça l'année dernière, je sais pourquoi je l'ai été. Et je sais aussi que c'était en partie à cause des états d'âme que je pouvais avoir sur le terrain. Et donc voilà, je me suis fixé environ 4 ans encore à jouer. Je vais essayer de tout faire pour être la plus performante possible. Et je pense que l'objectif principal, c'était de prendre du plaisir, d'arriver à relativiser. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses beaucoup plus importantes que le tennis dans la vie. Et je pense que ça me permet d'être un petit peu plus cool sur le terrain, même si, bien évidemment, je suis une compétitrice et j'ai envie de gagner comme toujours. Ouais, parce que la dernière fois que je t'ai vu, c'était, eh bien, Phil, on y était ensemble à Rosemallen. J'ai croisé Isaline là-bas, juste un tout petit peu avant Wimbledon. Ouais, je crois que tu étais vraiment au fond ce jour-là. C'était une des dernières interviews que tu as fait avant d'aller à Wim. C'est après que ça a été vraiment pas bien pour toi. Comment tu as géré cette période de, de- d'arrêt et qu'est-ce que tu as mis en place pour te fixer comme objectif de revenir en 2024? Est-ce que tu savais que ce serait en 2024 ou ça aurait pu être plus long? En toute honnêteté, au moment où j'ai décidé d'arrêter, en fait, c'était à Rosemallen. J'avais déjà en tête que j'allais arrêter. Même avant, c'était déjà devenu très compliqué. À la base, tous les gens qui m'entouraient pensaient que c'était un petit peu un caprice parce que j'avais enchaîné quelques défaites, parce que c'était un petit peu plus compliqué en termes de résultats. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un petit peu plus profond que ça. Même me réveiller le matin, c'était devenu compliqué. Donc, en fait, tout le monde m'a même un petit peu obligée à prendre ce break. Et pour moi, c'était très clairement la fin de ma carrière. J'avais dit, voilà, j'arrêterai à Wimbledon. C'était vraiment clair dans ma tête. Et puis après 3 mois, je me suis remise à regarder du tennis, à regarder un petit peu les résultats. J'ai fait énormément de choses qui m'ont un petit peu sorti ouais, de ce monde du tennis qui est très particulier aussi. J'ai été embauchée dans une ferme pour aller cueillir des pommes et des poires pendant un mois. Et ça m'a permis de relativiser et de me rendre compte au final que la vie de joueur de tennis,
si pénible qu'on pouvait le penser. Et puis, je me suis dit que la vie, elle serait très belle après ma carrière de tennis. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de recommencer parce que je sais qu'il me reste maximum 4-5 ans. Je pense que je ne vais pas encore continuer pendant 10 ans. J'ai envie de faire plein de choses en dehors du tennis. J'ai aussi envie de fonder une famille. Et donc, je pense que c'est un petit peu un renouveau après ce break. J'ai retrouvé le plaisir que j'avais perdu l'année dernière sur un tennis. C'était devenu une corvée. On devait m'obliger à m'entraîner. Et quand c'est comme ça, c'est très compliqué d'être performant parce que j'avais plus aucune discipline et je m'entraînais plus assez pour atteindre un niveau correct. Phil, toi qui es spécialiste du coaching mental, enfin qui t'intéresse beaucoup, je vais dire, au coaching mental, ça ne te surprend pas que le tennis puisse mettre les joueurs, joueuses dans un état comme celui dans lequel Isaline a été? Non, parce que ce qui est traumatisant dans l'apprentissage, parce que Isaline maintenant c'est une femme, mais elle a suivi le parcours de tous ces jeunes qui se construisent à travers des victoires et des défaites. Et je trouve que la difficulté, elle est là, c'est qu'il faut travailler sur l'estime de soi chez les jeunes. Et l'estime de soi, elle se construit difficilement quand on perd des matchs de tennis. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on est jeune et qu'on n'a que le tennis dans la vie, on sacrifie tout, on fait tout pour, on fait beaucoup d'efforts. Et quand on perd les matchs, on s'associe à cette défaite. Donc, je perds, je suis nul. Et si je ne perds pas, je ne suis pas nul. Alors, je ne dis pas qu'Isaline a perdu beaucoup de matchs étant plus jeune, mais en l'occurrence, un joueur de tennis, il perd chaque semaine. Et donc, il y a, je trouve, un gros travail qui devrait être fait sur ça, sur l'estime de soi qui est en lien avec la confiance en soi, évidemment. Moi, je le résume facilement, c'est l'estime de soi, c'est je suis une bonne joueuse même si je perds des matchs, je suis capable de faire des bonnes choses même si son adversaire est meilleur que moi. Et la confiance en soi, c'est je suis capable de réaliser cet objectif et cet objectif. Et ça, je pense que c'est pas du tout travaillé chez les jeunes athlètes. Et le deuxième problème majeur, à mon avis aussi, c'est que le fait de devoir voyager énormément, eh bien, on arrache les enfants au milieu social et aussi au niveau éducationnel. Donc, il y a très, très peu de formation. Ils sont vraiment laissés presque à l'abandon. Vraiment, je dirais, à la merci aussi de temps en temps. Alors, ce n'est pas le cas d'Isaline, mais à la merci de pas toujours d'âme bienveillante non plus. Et donc, c'est un ensemble, c'est un peu multifactoriel de choses qui fait que il y a énormément d'athlètes qui souffrent de grosses difficultés comme Isaline a traversé, et on le voit chez les filles, et je trouve que c'est extrêmement courageux de l'avoir dit, de l'avoir reconnu, parce que les gens doivent l'entendre, que c'est très pénible, que c'est très compliqué. Osaka il y a eu des garçons aussi qui ont témoigné de ça, donc c'est un problème qui est plus que récurrent. Et figure-toi que tout à l'heure, j'ai discuté avec un coach qui m'a avoué ici qu'il avait fait une grosse dépression au mois de décembre, qu'il était passé à ça, de faire une énorme bêtise, parce que ça fait 25 ans qu'il fait ce métier, parce qu'il a divorcé, parce qu'il est seul sur la route, parce qu'il est aussi, il n'a pas d'autre finalement vie que celle de coach de tennis. Donc c'est un métier qui est bien compliqué des deux côtés. Ça te parle, Isaline, tout ce que Phil dit, et tu as l'impression qu'il faudrait prendre le problème à la source et peut-être apprendre aux jeunes à gérer ces émotions dès qu'ils ont envie d'embrasser la carrière de joueur de tennis? Bah oui, complètement. Pour ma part, je ne sais pas si c'est comme ça dans d'autres pays, mais par exemple, on a toujours eu. Moi, j'ai toujours ressenti cette pression. Par exemple, avec la fédération, on avait toujours envie de rentrer à l'internat, etc. Parce qu'on avait l'impression du coup que ça allait faire de nous les superstars. Et donc, dès qu'on perdait un match, on avait l'impression qu'on n'allait pas mériter de rentrer à la fédération. Et c'est sûr que souvent, en tout cas pour ma part, je me sentais souvent observée, souvent jugée.
mise un peu dans des cases quand je gagnais ou quand je perdais mes matchs. Et puis, il y a une chose qui est hyper importante, et ça, on ne nous apprend pas non plus, c'est la planification. Ça, je me suis rendu compte et j'ai fait une énorme erreur l'année dernière. Et j'étais tellement enthousiaste d'avoir atteint mon objectif depuis toujours, de pouvoir jouer dans les plus beaux tournois du monde, que j'ai voulu enchaîner tous les tournois, aller de l'Australie vers la Thaïlande, repartir au Mexique, États-Unis, etc. Et je suis arrivée à Rosemalen complètement grillée parce que j'avais beaucoup trop voyagé et que je ne m'étais pas du tout reposée. Donc ça, je pense que c'est aussi un aspect très important. C'est important de s'entraîner, c'est important de jouer des tournois. Si on veut, on peut jouer toutes les semaines. Mais c'est aussi important de se reposer à une période où on peut se déconnecter un petit peu du tennis, parce que ça prend déjà tellement une grande place dans notre vie que si on n'a pas un petit peu cette déconnexion mentale, ça nous fait un peu péter un plomb. Et l'objectif dont tu parles juste maintenant, c'était l'objectif top 100 derrière lequel tu courais depuis un petit moment. Mais Phil, la planification, toi, tu connais bien ça, puisque c'est toi qui gères ça pour Recreate maintenant. Oui, alors moi, j'ai la chance d'être dans cette configuration. Mais enfin, je ne prends jamais le last call, c'est elle qui décide. Mais effectivement, c'est très important, la planification. Moi, je dis toujours qu'il ne faut pas jouer beaucoup, mais il faut bien jouer. Donc, c'est très théorique. Mais vaut mieux jouer 20 tournois par an et être performant sur 12, 13, 14 qu'aller en jouer 30 et de prendre 20 premiers tours. Donc c'est ça. Maintenant, les coachs n'ont pas toujours cette latitude de pouvoir imposer, j'aime pas le terme, la planification qui lui semble la plus juste, parce que de nouveau, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand le joueur perd, il veut absolument récupérer le temps perdu. Mais le truc, c'est qu'aller sur un tournoi, comme Isaline explique, c'est quand même un voyage. Peut-être il y a un décalage horaire ou pas. Il y a un match à jouer et quoi qu'il arrive, il est dur. Et si c'est un ou deux, il y a de l'énergie physique qui est dépensée, il y a de l'énergie émotionnelle qui est dépensée aussi. Et ça prend de l'énergie et il faut la récupérer. Quand on ne performe pas, on oublie de récupérer parce qu'on est obnubilé par le fait qu'on ne gagne pas de match et qu'il faut aller récupérer des points. Donc, il faut avoir la sagesse à un moment donné, même s'il y a un peu moins de victoires, de dire, bon, je me pose, je prends le temps. Comme l'a dit Isaline, je récupère. Moi, de nouveau, je rebondis, je répète souvent la même chose, mais je récupère avec intensité et joue avec intensité. Mais la récupération, elle doit être intense. Il faut prendre le temps de se poser complètement et de se déconnecter. Et quand on arrive à faire ça, maintenant, Isaline, elle a la sagesse et elle a l'expérience aussi elle a pris le mur parce qu'elle ne l'a pas fait, elle ne le fera plus jamais. Mais effectivement, la récupération, c'est un domaine, c'est absolument crucial de le faire dans un calendrier qui est complètement dantesque. Quand on voit quand commence la saison, elle commence aux alentours du 20 décembre, puisqu'il faut partir en Australie, et elle se termine pratiquement le 20 novembre, voire plus tard pour les meilleurs. Donc, ça ne s'arrête jamais. Si le joueur ne dit pas à un moment donné « je me pose », c'est compliqué sur le long terme. En tout cas, ici, Isaline, ça y est, tu as franchi le premier tour de ces qualifs, donc tu te prépares à jouer ton deuxième tour demain. Je ne sais pas très bien quelle heure il est là-bas. Je sais que vous allez vous coucher. J'ai pas entendu, pardon. Il est presque 21h. Voilà, donc on ne va pas traîner à te laisser aller dormir. Mais donc demain, tu joues Catherine Sebov, une Canadienne que tu avais croisée, qu'on avait croisée, puisque j'étais là aussi avec toi à Vancouver, dans l'équipe canadienne. Oui, si mes souvenirs sont bons, c'est Grete qui avait fait un super match contre elle. Non? Oui, juste. Et oui, en Fed Cup à Vancouver, je sais que c'est une joueuse très agressive qui aime bien frapper à plat. Donc voilà, moi, je vais essayer de retrouver le rythme que j'ai perdu ces 6 derniers mois. Je vais essayer de retrouver mes repères et de produire mon meilleur tennis. Physiquement, tu t'es bien préparé cet hiver au niveau des températures qu'il fait à Melbourne et tout, tu te sens au top? Bof, on va dire que
J'ai eu des petits soucis de genoux depuis 1 mois et demi qui m'ont un petit peu empêché de m'entraîner correctement. Ça a été un peu compliqué entre les injections, les infiltrations, etc. Donc, je dirais que là, à l'heure actuelle, je suis hyper courbate de la tête aux pieds avec la tension aussi du match qu'il y avait hier. Je suis assez courbaturée en plus de mes petites douleurs aux genoux. Après, je me laisse du temps. J'essaye d'être positive. Je n'ai pas joué pendant 6 mois. Je savais que ça allait être compliqué physiquement, mais dans l'ensemble, je me sens plutôt bien. J'ai tenu hier un match d'un peu plus d'1h20, donc je suis plutôt satisfaite. J'adore parce que tu parles comme mes ados. Je suis courbate. Ah oui, pardon. Non, mais c'est bien, comme ça on reste on va aussi séduire les jeunes qui nous écoutent. Pour terminer ce petit live, Isa, parce que je sais que tu aimerais bien aller te reposer, je t'ai juste préparé un mini petit quiz sur l'Open d'Australie parce que c'est ton 9e Open d'Australie. Il y a une année où tu n'es pas venue. Est-ce que tu te souviens, c'était laquelle? Non, mais je me rappelle que j'étais pas venue parce que je me suis cassé le poignet, mais ça doit faire 9 ans. C'était 2017. Ah oui, un peu moins. Ok. Voilà. Alors, tu as atteint combien de fois le tableau final? 2 fois. 3 fois. Ah oui, une fois en tant que leader aussi. Voilà. Alors, contre qui tu as perdu l'an dernier, tu t'en souviens? Oula, oui, contre Alexandrova, je crois 6-2, 6-0 en 48 minutes. 6-2, 6-1. Ah voilà. Ok. Et alors, combien de fois tu as atteint le 2e tour des qualifs, comme aujourd'hui finalement, en Australie? 4. Oui, joli. Oui. 2016, 2018, 2020 et 2022. Voilà. Écoute, tu connais bien, c'est bien, tu connais bien ton parcours en Australie. Phil, tu as une dernière petite question pour Isaline avant de la laisser aller dormir dans sa chambre décorée au thème de Nouvel An. Je ne sais pas si tu as vu, mais… Non, j'ai pas vu. Ah, la chambre. Oui. Ah oui, oui. Non, j'ai pas de questions. J'ai juste envie qu'elle, si. Alors, c'est pas un conseil. Je suis pas là pour donner des conseils, mais j'espère que demain, elle va monter sur le terrain en essayant comme tu l'as dit, Isaline, de profiter d'être là parce que tu sais ô combien c'est compliqué d'être là et tu sais par quoi tu es passé et tout ça, c'est derrière toi. Et donc, les belles choses sont devant toi. J'en suis complètement convaincu. Alors, ça passe par beaucoup de bagarres sur le terrain, mais j'espère que tu vas garder cette bonne énergie, cet enthousiasme, cette capacité que tu as et cette intelligence que tu as d'analyser les choses et de pouvoir rebondir, de profiter de cette expérience qui finalement, qui était peut-être pour toi une expérience négative il y a quelques mois, peut se transformer en expérience très positive. Donc, j'espère que tu vas profiter de chaque moment. En tous les cas, on sera là pour t'encourager et je te souhaite le meilleur pour demain, évidemment. C'est très gentil. Merci, Phil. Et tu t'étais fixé un objectif en arrivant à Melbourne, Isaline? Non, honnêtement, j'avais envie de profiter à fond du fait d'être de retour sur un terrain de tennis et je me suis même pas fixée en soi d'objectif pour cette année à part de prendre du plaisir et de donner tous les jours le meilleur de moi-même. Eh bien, on te suivra attentivement, ça c'est sûr, la nuit prochaine. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans mon podcast comme ça en direct depuis Melbourne. Et je te souhaite le meilleur, Isaline. C'est très gentil. Salut.